Alors, on a donc tronçonné notre poutre en G. Donc on se retrouve avec un tronçon de gauche qu'on a détaché du tronçon de droite S+. Le torseur de cohésion, on a dit, il est défini, c'est un torseur, donc il est défini par sa résultante et son moment. Donc on insiste bien sur le fait qu'il s'agit des actions de la partie droite sur la partie gauche. Donc la résultante est représentée en G, donc ici grand R, et le vecteur moment également en G, qu'on représente par une double flèche, puisqu'il s'agit d'un moment général dans l'espace. Donc si je voulais représenter ce torseur de cohésion au niveau de l'élément de droite, on le verra un petit peu plus tard, là, il faudrait que j'ajoute un signe moins en vertu du principe des actions mutuelles. On va le voir un petit peu plus tard. Donc puisqu'on a défini deux tronçons qui sont en équilibre, on peut donc écrire deux fois le principe fondamental de la statique. Alors, écrivons d'abord l'équilibre du tronçon de gauche. S-. Alors, on fait le bilan des actions extérieures, le bilan des actions mécaniques. On a dit que on pouvait avoir des efforts extérieurs, mais également, dans ces actions mécaniques, y intégrer les actions de liaison. Si par exemple j'ai un appui simple ici, j'aurai l'action, en remplaçant l'appui simple par l'inconnu de liaison, les actions de liaison correspondantes. Donc les actions extérieures, puis les actions mécaniques dues au torseur de cohésion, c'est-à-dire les efforts appliqués par le tronçon S+, sur le tronçon S-, c'est-à-dire les efforts intérieurs. Appliquons le PFS, donc dans l'espace, avec des équations vectorielles. Donc, deux théorèmes, théorème de la résultante, somme des forces extérieures appliquées sur le tronçon de gauche, plus la résultante est égale à 0. Théorème du moment, somme des moments, alors en général, on l'appliquera, c'est pas en général, toujours, il faudra toujours appliquer le PFS, donc l'équation du moment en G. G étant le centre de gravité de la coupure. Donc la somme des moments de toutes les forces extérieures appliquées au tronçon de gauche, plus mg, notre inconnu, est égal à 0. Donc R et M sont les inconnus. Donc à cette étape, dans cette étape, on connaît les actions de liaison. Maintenant, les inconnus, ce sont les actions au niveau de la coupure, les efforts internes. Donc finalement, si je passe de l'autre côté la somme des efforts extérieurs, ça me donne R est égal à moins la somme des forces extérieures, mg est égal à moins la somme des moments des forces extérieures. Donc, avec un petit peu d'habitude, en écrivant cette relation, on peut déterminer directement les diagrammes sans même écrire l'équation. Il est conseillé dans un premier temps d'écrire d'abord les équations du PFS. Donc dans l'espace, les 6 équations. On verra que tout ça, ça se simplifie dans 99% des cas. Quand on raisonne dans le plan, on retrouvera nos 3 équations de la statique, les 2 équations pour le théorème de la résultante et l'équation scalaire pour le théorème du moment. De la même manière, on peut faire l'équilibre du tronçon de droite, S+, en appliquant le PFS. Donc dans les actions mécaniques, on a toujours les forces extérieures et les actions de liaison. Et puis, en G, on retrouve le torseur de cohésion, ou plus exactement, moins le torseur de cohésion, en vertu du principe des actions mutuelles. Alors pourquoi? Parce qu'on a vu que par définition, le torseur de cohésion représente les actions de S+ sur S-.
Or, ici on isole S+, on doit donc représenter les actions de S- sur S+, c'est-à-dire moins les actions de S+, sur S-. Donc là, c'est le théorème principe des actions mutuelles, donc c'est la raison pour laquelle on met un signe moins ici devant les éléments de réduction de notre torseur de cohésion. Appliquons le PFS, théorème de la résultante, somme des forces s'appliquant sur la partie droite, moins R égale à 0. Théorème du moment, somme des moments en G, des forces extérieures s'appliquant sur la partie droite, moins mg est égal à 0. Donc on retrouve notre inconnu grand R, le moment en G. Et donc si on passe de l'autre côté, on trouve que grand R, cette fois-ci, est égal à plus les forces extérieures situées à droite, et plus la somme des moments des forces extérieures en G. Là encore, dans un premier temps, il vaut mieux écrire les équations pour déterminer les éléments de réduction du torseur. Alors, est-ce qu'il vaut mieux isoler la partie gauche ou isoler la partie droite? Alors ça dépend. On peut isoler d'abord la partie gauche si on a moins d'efforts à gauche, et isoler la partie droite, par exemple, si on a moins d'efforts à droite, ou isoler tout à gauche. C'est une question de choix. Dans les deux cas, bien sûr, on trouve exactement la même chose. On peut par exemple tout isoler à gauche et vérifier que pour le dernier tronçon, on retrouve bien la même chose en isolant à droite. Définissons maintenant les coordonnées de ma résultante et du moment résultant. Donc, on a notre résultante ici du torseur de cohésion. Donc, cette résultante dans le repère local x, y a 3 coordonnées. Dans mon repère local ici, lié à la section. Donc, calculons les projections, les coordonnées de R, puis ensuite de M. Alors, regardons d'abord R. R va se projeter sur X suivant l'effort normal. On appelle donc grand N la coordonnée suivant X de grand R. N s'appelle l'effort normal. Si je projette maintenant la résultante dans le plan YZ, on obtient ce qu'on appelle l'effort tranchant V, qui lui-même se projette suivant VY sur Y et suivant VZ sur Z. Donc VY est appelé l'effort tranchant suivant Y, VZ est appelé l'effort tranchant suivant Z. Voilà pour les 3 composantes de la résultante. Voyons maintenant les 3 composantes de notre moment, de notre vecteur moment résultant dans l'espace. Donc lui, pareil, va se décomposer en 3 vecteurs moments, donc suivant x, y et z. Alors, à noter que suivant x, on aurait pu représenter le double vecteur, mais comme on est dans le plan, suivant un axe, on a représenté suivant une force tournante. Donc c'est le vecteur moment. On aurait pu très bien représenter également ici un double vecteur suivant x. Ce serait une notation équivalente. On lui préfère, lorsqu'on représente le moment suivant un axe, on lui préfère la force tournante autour de cet axe. Donc on appelle mt le moment de torsion, ou mx, donc moment suivant x, moment de torsion. La projection suivant y s'appelle le moment de flexion suivant y, et la projection suivant z s'appelle le moment de flexion suivant z. Donc my, moment fléchissant, moment de flexion, suivant y, mz, moment fléchissant,
ou moment de flexion suivant Z. Alors pour imager les trois moments dans l'espace mx, my et mz, considérons cette poutre de section rectangulaire. Alors, mx va correspondre à, si je considère par exemple les deux sections extrêmes, à une rotation de ces deux sections autour de l'axe x. Donc la poutre vrille autour de l'axe x. On appelle ça un moment de torsion. Concernant my, donc les deux sections vont tourner autour de l'axe y, la poutre fléchit autour de l'axe y, dans le plan xz. Et enfin, concernant le dernier moment, mz, les deux sections vont tourner autour de l'axe z, dans le plan xy. C'est le moment fléchissant mz. Dans la très grande majorité des cas, tous nos efforts seront compris dans le plan moyen de la poutre, dans le plan xy. Donc, il nous restera finalement que les composantes suivantes. Donc, pour la résultante, on n'aura que l'effort normal et l'effort tranchant Vy, qu'on appellera tout simplement V, Vz étant nul. Et concernant le moment fléchissant, on n'aura plus qu'une seule composante, la composante mz suivant z, les deux autres étant nuls, donc on l'appellera m. C'est-à-dire que la section aura tendance à tourner uniquement autour de l'axe z, puisque le chargement se fait dans le plan xy. C'est-à-dire que si je reprends ma poutre, elle ne fléchira que dans le plan xy, c'est-à-dire autour de l'axe z.